Je vous propose de démarrer donc à nouveau. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire sur le sujet des arrêts de travail, qui, après un état des lieux, sera abordé sous l'angle prévention de ces arrêts de travail. C'est-à-dire que nous évoquerons les leviers et quelques dispositifs de maintien et de retour en emploi. Ce webinaire est organisé pour vous, pour les grandes entreprises agricoles bretonnes. Le webinaire a été préparé et sera animé par la MSA d'Armorique et par la MSA des Portes de Bretagne. Je vais tout d'abord me présenter. Je m'appelle Jean-Claude Roy, je travaille à la MSA d'Armorique. Je suis responsable du secteur relations clients. J'ai par ailleurs été nommé référent entreprise, c'est-à-dire que je suis un des interlocuteurs privilégiés des grandes entreprises de la MSA d'Armorique. Comme vous pouvez le constater, je suis accompagné de plusieurs collègues et plusieurs médecins de la MSA d'Armorique et de la MSA des Portes de Bretagne qui se présenteront quand ils interviendront. Je laisse cependant la parole à Carole Desgrès, qui va se présenter à son tour avant de poursuivre l'introduction et d'aborder ensuite le sommaire. Carole? Oui, bonjour à tous et à toutes. Carole Desgrès, donc moi je suis responsable de secteur animation élus et territoire et tout comme Jean-Claude, je suis référente grand compte en MSA Porte de Bretagne. On peut dire que dans le cadre d'un plan stratégique de la MSA a souhaité développer une offre de services à l'attention de ces différents publics et en particulier à l'attention de ces grandes entreprises. Et au travers de ces grandes entreprises, on a l'ambition aussi de viser les salariés de ces entreprises, donc les salariés de vos entreprises. Cette offre de service ambitionne notamment de vous informer plus régulièrement et peut-être de façon plus directe. Aussi, depuis maintenant plusieurs années, 2023, les premiers webinaires, on vous a proposé des webinaires sur plusieurs thématiques qui sont, on peut le dire, au cœur de vos préoccupations. Ainsi, nous vous avons proposé un webinaire sur les indemnités journalières, sur la DSN événementielle, le temps partiel thérapeutique. On a aussi évoqué avec vous les grandes lignes de la réforme des retraites l'année dernière. On a aussi évoqué sous format webinaire la démarche de fiabilisation des données de la DSN mensuelle. Plus récemment, en février dernier, on vous a proposé un webinaire sur l'embauche de travailleurs étrangers. Au-delà de ce format distanciel, la MSA d'Armorique et la MSA des Portes de Bretagne vous convient maintenant chaque année à des petits déjeuners d'entreprise qui réunissent bon nombre d'entre vous. On vous en remercie. Vous recevrez prochainement, si ce n'est pas déjà fait, les invitations pour la prochaine édition 2025. Aujourd'hui, nous vous proposons un webinaire sur les arrêts de travail. Avant de donner la parole aux médecins conseils, je dirais que quelques mots sur la raison ou les raisons qui ont retenu cette thématique. Voilà, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais on peut dire qu'aujourd'hui, les dépenses de l'assurance maladie liées aux arrêts de travail, au titre du risque maladie ou au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, ces dépenses ne cessent de croître. Vous le savez, les arrêts de travail ne sont pas sans conséquences, tant sur les entreprises que vous êtes, mais également sur les salariés. Aussi, dans ce contexte, qui sera développé par nos collègues médecins conseils, il nous a fait sens de vous sensibiliser à la préservation de la bonne santé des salariés de votre entreprise et de vous informer et de vous accompagner afin de permettre un maintien en emploi. Donc du coup, j'enchaîne sur le sommaire. Donc vous aurez dans un premier temps la cartographie nationale des arrêts de travail qui vous sera présentée, puis les arrêts de travail par secteur d'activité. Nous passerons ensuite au levier pour un maintien ou un retour à l'emploi.
les circuits de signalement, et puis quelques illustrations concrètes qui sont déployées en local. Et enfin, on abordera l'actualité avec le nouveau formulaire sécurisé des avis d'arrêt de travail. Et enfin, on vous rappellera les modalités d'échange, donc les contacts utiles avec les deux caisses. Donc voilà. Je laisse du coup la parole à Nicolas et Laetitia. Bonjour. Avant de commencer, je vais me présenter. Donc, Laetitia Lebert, je suis médecin conseil responsable du contrôle médical de la MSA d'Armorique. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter une sensibilisation aux arrêts de travail qui repose sur des chiffres nationaux. Ça ne sera pas des chiffres régionaux ni locaux qu'on va vous présenter, mais vraiment des chiffres nationaux. Et dans un deuxième temps, en 2026, sera proposée une approche plus régionale et locale. Nous allons commencer par un point général sur l'arrêt de travail. Donc, l'indemnisation des arrêts de travail par les organismes d'assurance maladie et les assureurs se fait par les indemnités journalières et les indemnités complémentaires et repose en fait sur une constatation médicale de l'incapacité de travail effectuée par le médecin traitant. Donc, en fait, l'arrêt de travail est une prescription médicale. C'est une prescription d'un repos qui se fait par le médecin de soins, qui est souvent le médecin traitant. Ça peut être aussi un spécialiste qui prescrit cet arrêt. C'est un acte thérapeutique qui est destiné à un patient dont l'état de santé le requiert. Donc, l'étude qu'on va vous présenter a été faite dans un certain contexte, en fait. Donc, on constate qu'on a une croissance continue des dépenses de l'assurance maladie pour tous les régimes en matière d'arrêt de travail. En effet, 12 milliards d'euros pour les arrêts sur le risque maladie, 4 milliards d'euros pour les arrêts sur le risque accident de travail et maladie professionnelle. On constate également une augmentation du montant total des indemnités journalières versées entre 2017 et 2022, plus 56%. En 2022, plus de 8 800 000 arrêts maladie ont été délivrés. Donc, comme le disait Jean-Claude dans son introduction, cela a des impacts donc, pour les entreprises avec une perte de productivité, pour les salariés qui ont une impression d'une dégradation de leur santé, de leurs conditions, et pour la société et l'assurance maladie avec des dépenses qui sont conséquentes. Donc, la sensibilisation qu'on va vous présenter aujourd'hui repose sur une étude qui a été réalisée initialement à la MSA Picardie et sur des travaux internes de la caisse centrale de la MSA. Je vais prendre la parole. Donc, docteur Nicolas Durier, je suis médecin conseil chef de service de la MSA des Portes de Bretagne. Et nous allons faire une présentation à deux voix, donc que nous allons alterner avec Laetitia en fonction de chaque, à peu près à chaque diapositive ou 2-3 diapositives pour essayer de rendre l'exercice plus vivant. Alors, la présentation de ce séminaire est d'actualité parce qu'effectivement, en tant qu'employeur, vous êtes extrêmement concerné. Et puis, si vous avez suivi l'actualité récente, le comité d'alerte de l'ONDAM, de l'Objectif national des dépenses d'assurance maladie, a mis en exergue justement l'augmentation de ces dépenses, que ce soit en ambulatoire, c'est-à-dire en médecine de ville, ou en milieu hospitalier, et des revalorisations professionnelles qui étaient prévues par la convention médicale ont été gelées, ce qui explique certains mouvements sociaux récents de nos confrères médecins libéraux. Alors, au niveau méthodo pour ce webinaire, dont le principal objectif, Laetitia vous l'a dit, est la sensibilisation au risque maladie, risque AT-MP, leur prévention également, afin de préserver donc la bonne santé des salariés, quelques objectifs complémentaires, une prévention du risque, l'accompagnement également des entreprises afin de permettre un maintien en emploi de leurs salariés. Nos collègues de l'action sanitaire et sociale et de la santé et sécurité au travail interviendront tout à l'heure juste pour vous donner plus de précision. Et puis un objectif complémentaire, et oui, nous sommes un organisme d'assurance maladie obligatoire,
nous sommes obligés de contribuer à la maîtrise des dépenses d'indemnité journalière sur le risque maladie et sur le risque AT-MP. Alors, je vous rassure tout de suite, il n'y a pas que le régime agricole qui est confronté à cette problématique. Récemment, le rapport chargé produit de la CNAM a également mis en exergue cette difficulté. Donc ce webinaire qui aujourd'hui vous est présenté par nos 2 caisses bretonnes sera déployé sur toutes les caisses de France. Alors, quelques rappels concernant les obligations des salariés. Alors, vis-à-vis de vous, employeurs, votre salarié a 48 heures pour fournir le volet 3, qu'il s'agisse d'un arrêt papier sécurisé, nouveau formulaire d'ailleurs qui est arrivé le 1er juillet, donc il y a quelques jours. Laetitia, tout à l'heure, vous représentera un petit peu les spécificités de ce formulaire papier. 48 heures également pour un formulaire électronique qui est établi avec la carte vitale. Je parle du volet 3, le volet 1, c'est le certificat pour le volet papier. Le volet 1, c'est le volet où sont précisées les données médicales concernant l'arrêt de travail, donc qui arrive au contrôle médical, donc Armorique ou Port de Bretagne. Le volet 2 est destiné au service administratif de la caisse, il n'y a pas d'éléments médicaux. Et le volet 3, donc employeur RH. Vis-à-vis de l'employeur également, vous pouvez également recevoir l'information de l'hospitalisation du salarié à l'aide d'un bulletin d'hospitalisation. Et généralement, pas toujours, les arrêts de travail classiques, le formulaire d'arrêt de travail classique suivra. Alors ensuite, il y a les obligations vis-à-vis du contrôle médical de la MSA, donc les services de Laetitia, que Laetitia et moi pilotons. 48 heures pour adresser les volets 1 et 2 s'il s'agit d'un arrêt papier, et le contrôle médical va transmettre à la santé le volet 2 dans lequel les informations médicales ne sont pas présentes. Le volet 3 ne nous est pas destiné. Nous en recevons toujours, malgré la communication qui est faite auprès des salariés. Nous vérifions que les éléments d'ordre médical soient portés par le médecin, sinon le certificat d'arrêt de travail pour nous n'est pas valable. Il y a les conditions de respect des heures de sortie. Il faut solliciter une autorisation pour les sorties hors circonscription, en France, ou des sorties du territoire, que ce soit en Union européenne ou hors Union européenne. Quand on parle de circonscription en France, c'est circonscription de la caisse. Donc pour les assurés armoricains, c'est Côte d'Armor, Finistère. Pour les assurés de Port de Bretagne, c'est Ille-et-Vilaine, Morbihan. Le patient, l'assuré, doit répondre aux convocations du contrôle médical, des convocations qui peuvent être sous forme de téléconvocation, qui peuvent être également sous forme de consultation médicale avec examen clinique de l'assuré. Et l'assuré, le salarié, doit s'abstenir de toute activité non autorisée par le médecin prescripteur, que cette activité soit rémunérée ou non. Concernant le service administratif de la caisse, pareil, le service administratif est destinataire soit du volet 2, soit du bulletin d'hospitalisation, le cas échéant. Le salarié doit adresser le plus rapidement ses documents, 48 heures, jour ouvré. Il ne doit pas se soustraire à un possible contrôle de sa présence au domicile. Deux types de contrôle au niveau de l'assurance maladie. Il y a le contrôle de présence à domicile qui est fait de manière administrative, et ce sont des agents assermentés de la caisse qui vont intervenir. Et il y a le contrôle médical qui va être fait, comme vous a dit tout à l'heure, soit téléconvocation ou bien alors par examen clinique de l'assuré. En cas de non-respect de ces règles, des sanctions peuvent réduire ou supprimer le montant des indemnités journalières à percevoir. La réception également de l'arrêt de travail à l'issue de la dernière date de la période prescrite n'autorise pas le paiement des IJ. Un arrêt de travail d'une semaine du lundi au vendredi, si la caisse le reçoit le lundi suivant, ne permettra pas donc la justification du paiement des IJ. Alors, rappel, quels sont les délais de carence?
Un délai de carence, c'est la période durant laquelle le salarié n'est pas indemnisé pour son arrêt de travail. Tout arrêt de travail initial suppose une carence de 3 jours. C'est-à-dire que les 3 premiers jours d'arrêt ne sont pas rémunérés dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire. Après, chaque entreprise peut avoir une politique particulière dans le cadre de contrats de prévoyance, dans le cadre de complémentaires santé. La carence n'existe pas pour les prolongations. Quand on parle de prolongation, c'est une prolongation qui est en lien avec l'arrêt initial. Si le salarié est arrêté pour une affection en rapport avec les affections de longue durée ou des soins continus de plus de 6 mois, le délai de carence ne s'applique que sur le premier arrêt initial, pareil, et non sur les arrêts suivants durant une période de 3 ans, ce que l'on appelle le délai triennal. Donc ça, c'était pour la partie pour le risque maladie. Deuxième risque, ce qu'on appelle le risque maternité, pas de carence, ni pour le congé pathologique de 14 jours maximum, ni pour le congé légal de mat'. Troisième risque, accident de travail, maladie professionnelle ou accident de trajet, pas de carence, le jour de l'accident est considéré comme un jour travaillé. Alors je vais rendre la parole à Laetitia qui va vous présenter un petit peu la nouvelle cartographie des arrêts de travail. Donc, la population qui a été étudiée dans l'étude qu'on vous présente sur les arrêts de travail sont des assurés agricoles. Ces assurés font tous partie d'entreprises d'au moins 50 salariés. L'étude a été menée sur des arrêts de travail qui ont été prescrits au cours de l'année 2023, qu'il s'agit des arrêts de travail sur le risque maladie ou d'arrêts de travail en accident de travail ou maladie professionnelle. Donc ont été collectées les données liées à la prise en charge de ces arrêts par la MSA et leur indemnisation jusqu'en septembre 2024, ce qui va permettre de mesurer les durées d'arrêt les plus longues. Pour les arrêts maladie, qu'il s'agisse d'arrêts de travail de plus de 3 jours, on a pris en compte pour les arrêts maladie uniquement les arrêts de travail de plus de 3 jours, comme vous disiez Nicolas, ce sont les arrêts en fait qui ont eu une indemnisation qui ont été au-delà du délai de carence. Et pour savoir quel était l'employeur à rattacher à cet arrêt de travail, on a regardé les données de cotisation. L'étude a ainsi porté sur 4 223 employeurs, totalisant 722 200 salariés. Donc, cette population de salariés a été classée en secteur d'activité. Donc, le tableau que vous voyez ici représente le nombre de salariés et d'établissements regroupés selon le code NAF déclaré par les employeurs. Donc, le tableau est trié en fonction du nombre décroissant de salariés attachés à ces activités. Le premier secteur d'activité est l'agriculture, sylviculture et aquaculture. Donc, ça regroupe toutes les activités liées à la production agricole. Donc, on voit qu'il concerne 222 700 salariés, soit plus de 30% de l'ensemble des salariés, et presque la moitié des employeurs d'au moins 50 salariés. Donc, ça veut dire en fait que ces établissements sont plutôt de taille moyenne, puisqu'on a énormément de salariés pour la moitié des employeurs. Le second groupe, notamment les salariés du secteur financier, les salariés des chambres d'agriculture et ceux des caisses de MSA, donc ce sont des établissements de taille plus importante puisqu'ils représentent 5% des établissements alors qu'ils emploient 20% des salariés. Le troisième groupe est les activités de services administratifs et de soutien, dans lesquels on retrouve aussi bien les services de remplacement, les groupements d'employeurs que les services d'aménagement paysager. Donc, ils représentent 18% des salariés pour 19% des employeurs. Le quatrième groupe représente l'industrie manufacturière. Elle regroupe les industries alimentaires, les caves coopératives entre autres, et les scieries. Ça représente 10% des salariés pour 8% des entreprises. Le groupe suivant est le groupe d'activité de commerce, qui représente 8% des salariés et 7% des entreprises. Ensuite, on a la santé humaine et l'action sociale, qui regroupe les services d'aide à domicile, l'aide par le travail, l'hébergement médico-social. Donc 3% des salariés et 3% des employeurs pour ce groupe.
Et enfin, on a les autres activités qui vont de l'enseignement agricole aux associations de gestion et de comptabilité, à la gestion des jardins botaniques et des eaux, qui représentent 10% des salariés et 11% des établissements. Donc, les résultats sur l'année 2023, on a 55 600 salariés employés d'entreprises d'au moins 50 salariés qui ont eu au moins un nouvel arrêt sur cette période d'études. Les arrêts qui ont été pris en compte sont uniquement les arrêts initiaux en 2023. Ceux qui avaient démarré en 2022 n'ont pas été comptabilisés. 75 973 arrêts de travail ont été dénombrés en 2023. Donc 88% de ces arrêts étaient sur le risque maladie et 12% faisaient suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle. Donc au total, pour tous ces arrêts, la MSA a versé 128,4 millions d'euros d'indemnités journalières. Alors, je vais reprendre la parole. Donc, on va vous présenter déjà des résultats généraux pour les entreprises des grands comptes, c'est-à-dire de plus de 50 salariés, donc toujours affiliés au régime agricole. On aura quelques éléments de comparaison d'ailleurs avec les entreprises du régime général. Et puis après, avec Laetitia, on vous présentera la déclinaison par secteur d'activité. Vous aurez plus de précision en fonction du domaine dans lequel vous exercez. En premier, la production agricole, donc on est à 31% des salariés à peu près pour 21% des arrêts de travail. C'est ce qu'on appelle l'indice de fréquence, donc qui est le rapport entre ces deux nombres. Alors, pour la production agricole, on est à peu près sur 5,8. Un indice de 5,8 pour les arrêts maladie et de 1,3 pour les arrêts ATMP. Ce sont des indices de fréquence qui sont très inférieurs à la moyenne nationale, tout régime confondu, qui est de 9,2 pour les arrêts maladie et de 1,3 pour les arrêts ATMP. Par contre, les activités financières et d'assurance, donc dans les activités financières et d'assurance, on prendra le secteur bancaire, on prendra le secteur les assurances affiliées au régime agricole, on considère également les caisses de mutualité sociale agricole. On a à peu près, donc on a 20% des salariés pour 25% des arrêts de travail. Un indice de fréquence de 12,7 qui par contre est plus important que celui de la moyenne nationale. Plus d'arrêts de travail dans ces entreprises de ces secteurs d'activité, plus d'arrêts de maladie, alors que proportionnellement, les arrêts de travail sont plus faibles. Les montants qui sont indemnisés par la MSA pour le secteur activité financière et assurance sont plus faibles que la proportion de la production agricole, alors que les proportions sont inverses pour le nombre d'arrêts de travail. Ça s'explique d'une part par la proportion plus importante d'arrêts ATMP dans le secteur de la production agricole, 1,3 contre 0,2 dans les activités financières et d'assurance, et puis d'autre part, la durée des ATMP qui est plus longue que les arrêts maladie. Voilà, on va passer à la diapositive suivante. S'il te plaît, Jean-Claude. Donc, le nombre d'arrêts de travail en fonction de l'âge. Voilà. Nous avons une présentation des arrêts de travail en fonction de l'âge et de la reconnaissance d'une affection de longue durée. Alors, je reprécise ce qu'est une affection de longue durée. C'est une affection grave, coûteuse, qui vont nécessiter des soins ou des arrêts de travail de plus de 6 mois, qui peuvent être sur liste, on a une liste de 30 maladies, qui peuvent être hors liste, ou qui peuvent concerner des polypathologies, plusieurs pathologies invalidantes qui ne sont pas identifiées. Quelles sont les affections relevant des ALD? Par exemple, on a toutes les affections néoplasiques, on a les cancers, on a les affections cardiaques, on a les affections rénales, insuffisance rénale, etc., paraplégie. On a également des affections rhumatologiques. Ce sont des maladies chroniques au long cours qui vont nécessiter un traitement de longue durée et coûteux pour
pour les assurés, en sachant que la prévalence des ALD est plus importante au niveau des âges extrêmes, de la vie. Donc, les arrêts de travail concernent à niveau équivalent les 30-39 ans, 40-49 ans et les 50-59 ans, un peu moins les jeunes de 20 à 29 ans. Par contre, ce qui distingue ces tranches d'âge, c'est la part croissante, bien sûr, avec l'âge des arrêts pour des salariés en affection de longue durée. Donc, ce sont des salariés qui sont plus fragiles. L'augmentation de la durée de travail et le recul de l'âge de la retraite, pour nous, est un enjeu, pour nous, assurance maladie, est également un enjeu important et sera également un enjeu important pour les entreprises pour favoriser la préservation de l'état de santé et l'employabilité de ces salariés. Alors, ensuite, je vais vous montrer la répartition du nombre d'arrêts de travail selon le risque et la durée. Donc, on a les AT-MP, donc accident de travail, maladie professionnelle, et la maladie. 12% d'arrêt de travail en nombre en AT-MP, 88% en maladie. La durée moyenne des arrêts en accident de travail, maladie professionnelle, est de 60 jours, plus importante que la durée moyenne des arrêts de travail en maladie. Vous avez, au niveau de votre histogramme, par couleur, vous avez la répartition du type d'arrêt. Les arrêts de moins de 8 jours sont les plus importants en volume. Il faut vous préciser que pour le contrôle médical, un arrêt de moins de 8 jours est peu visible. Par contre, nous vous présenterons des actions que nous faisons dans le cadre de nos activités, où on va cibler des petits arrêts répétitifs pour connaître un petit peu la typologie de cet arrêt et les motifs médicaux de ces arrêts. Nous allons regarder, je vais rendre la parole à Laetitia, après nous allons vous présenter les résultats par secteur d'activité. Les secteurs d'activité seront représentés chacun par un tableau pour chaque secteur. Tous les tableaux vont se présenter de la même façon. Donc là, on a le tableau de la production agricole, sylviculture et aquaculture. Donc, dans les 3 premières lignes en bleu clair seront distingués les indicateurs relatifs aux arrêts de travail sur le risque maladie. Et dans les 3 dernières lignes en bleu foncé seront distingués les indicateurs relatifs aux arrêts de travail en lien avec des accidents de travail et maladies professionnelles. On va comparer également avec un pictogramme plus, moins ou égal les résultats par secteur aux moyennes de tous secteurs confondus. Et on a mis aussi en évidence à droite des activités plus affinées qui ont des chiffres un peu atypiques par rapport au secteur. Donc, pour la maladie, on voit que l'indice de fréquence pour ce secteur d'activité est de niveau inférieur à la moyenne nationale avec 5,8. Pour autant, certaines activités plus affinées, comme on voit à droite, ont des valeurs plus élevées, comme l'activité de soutien à la production animale, les cultures de légumes, melons et autres, et la reproduction de plantes. La part des arrêts de travail de courte durée, donc de moins de 8 jours, est inférieure à la moyenne nationale aussi. Pareil, on a mis à côté des activités qui sortent un peu en atypie avec des proportions extrêmes, 40% pour la filière de reproduction de plantes et 32% pour l'activité de soutien à la production animale. La durée moyenne des arrêts maladie est proche de celle du national. Certaines filières ont des durées un peu plus longues, 45 jours pour l'activité de soutien à la production animale, 43 jours pour la culture de fruits et 41 jours pour la reproduction de plantes. Donc maintenant, si on passe sur les indicateurs en lien avec les AT-MP, on voit que l'indice de fréquence correspond à la moyenne nationale au niveau, avec des niveaux plus élevés pour certaines filières qu'on a mis dans la colonne de droite. Donc pour l'activité de soutien à la production animale, pour la reproduction de plantes et pour les cultures de légumes, melons et autres. La part des arrêts de travail en lien avec les AT-MP est plus importante dans la production agricole, particulièrement dans la culture de fruits avec 27%. Et la durée moyenne des arrêts est plus longue
à ceux des chiffres tous secteurs confondus, 65 jours contre 60 pour tous les secteurs confondus. Donc, on va passer au deuxième secteur. Merci Laetitia. Alors, les activités financières et d'assurance. Donc, dans ce tableau, nous retrouverons les champs d'agriculture, la banque, l'assurance, bien sûr, et les caisses de MSA, grosso modo. L'indice de fréquence des arrêts de travail est plus élevé que la moyenne, malgré de fortes disparités en fonction des différentes entreprises qui composent ce regroupement. On a une part d'arrêt de travail, d'arrêt maladie de moins de 8 jours, qui est beaucoup plus importante que dans le reste, que dans les autres activités. Et en corollaire, une durée moyenne des arrêts maladie qui est plus courte, mais qui s'explique par la part des arrêts de travail de moins de 8 jours, qui est beaucoup plus importante. Pour les arrêts de travail qui sont liés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, c'est l'indice le plus faible de tous les secteurs d'activité. Leur proportion parmi l'ensemble des arrêts est également extrêmement faible, quand je tombe dans l'ensemble des arrêts en comprenant les arrêts maladie, très faible, de même que la durée moyenne, donc peu accidentogène comme type d'activité. Laetitia, je te rends la main. Donc, on va voir le troisième secteur, donc les activités de services administratifs et de soutien. Donc, on voit que les indices de fréquence des arrêts de travail sont inférieurs ou proches de la moyenne, tant en maladie que pour les AT-MP, avec toutefois des filières qui se distinguent. Donc, les services d'aménagement paysager qui, eux, ont des indices 2 fois supérieurs à la moyenne de ce secteur sur les 2 risques, donc sur le risque maladie et sur le risque AT-MP. On note également que la durée des arrêts est inférieure à la moyenne nationale. Et une filière se distingue par des durées plus longues en cas d'AT-MP, ce sont les services administratifs combinés de bureaux. On va passer à l'autre secteur. Alors, les industries manufacturières qui vont regrouper les activités de transformation, de conserve, les activités de sillage. Si les Vosgiens nous écoutent, ils vont se sentir concernés. Les activités de vinification. Alors, dans ce secteur, les indices de fréquence des arrêts, par contre, sont supérieurs à la moyenne, tant en maladie que pour les accidents de travail et maladies professionnelles. Alors, on a des filières qui ont des indices qui sont très nettement au-dessus de la moyenne. La transformation de la conserve de la viande des volailles, on est à 26,4 en maladie. Les autres transformations de conserve de conservation de légumes, pardon, on est à 19,6 en maladie, on est à 3,9 en AT-MP. La transformation et conservation de viande de boucherie, 5,3 en AT-MP. La durée moyenne des arrêts maladie dans ces industries, elle est conforme à la moyenne nationale, sauf pour la filière vinification. La part des arrêts qui sont liés aux AT-MP est également plus importante, ainsi que leur durée, avec un pic notamment pour la filière préparation industrielle de produits à base de viande. Laetitia, je te transfère le commerce. Oui, on va continuer pour l'activité de commerce. Donc, on voit que les indices de fréquence d'arrêt sont similaires ou inférieurs à la moyenne nationale, avec quelques dépassements pour les filières du commerce de gros, de boissons et de fruits et légumes. Les durées d'arrêt sont dans la norme ou sont inférieures à la norme également. Alors, on va regarder maintenant le secteur santé et action sociale. Dans ce secteur, on va retrouver toutes les activités d'aide à la personne, qu'elles soient associatives ou pas, tout ce qui est activité d'aide par le travail, ESAT, tout ce qui est les établissements médico-sociaux, et une particularité bretonne également, qui est partagée par quelques caisses, nous avons également des établissements sanitaires, notamment un établissement hospitalier psychiatrique habilié dans le Morbihan. Donc,
ce sont des assurés qui relèvent du régime agricole. Ce n'est pas une surprise. On en entend parler régulièrement dans la presse lorsqu'on parle de la situation de travail au niveau des EHPAD et au niveau dans le milieu hospitalier, que les salariés relèvent du régime agricole ou du régime général. Les indices de fréquence sont les plus hauts, tant en maladie qu'en AT-MP. Particulièrement l'aide à domicile et l'aide par le travail. Alors au niveau ESAT également, il faut quand même savoir que nous avons des assurés, puisque l'ESAT est une structure d'aide par le travail, avec des personnes qui sont déjà fragiles et qui trouvent un emploi adapté au sein de ces établissements. Mais par contre, qui sont effectivement extrêmement fragiles, tant sur le risque maladie que sur le risque AT-MP. Les durées moyennes d'arrêt sont également les plus longues pour les deux risques. Alors, nous allons passer la parole à nos collègues pour le maintien et le retour à l'emploi. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Aurélia Lepage, responsable du service Action sociale donc à la MSA d'Armorique, donc qui couvre les départements des Côtes-d'Armor et du Finistère. Et effectivement, nous allons aborder donc les leviers pour le maintien ou le retour en emploi. Et on va s'arrêter plus précisément sur le parcours de la prévention de la désinsertion professionnelle. Alors pourquoi c'est un sujet pour lequel on s'arrête ce matin? C'est parce que c'est un enjeu qui est stratégique pour les entreprises, dans un contexte, on l'a dit, qui est marqué par une augmentation des arrêts de travail qui sont prolongés, les maladies chroniques, le vieillissement de la population active, la durée aussi d'allongement de la carrière professionnelle. C'est devenu effectivement essentiel de renforcer les actions qui permettent le maintien en emploi des salariés. Alors, de quoi on parle? Donc, la désinsertion professionnelle, c'est quoi? C'est un processus qui peut concerner toute personne en activité, en situation de fragilité passagère ou durable, du fait notamment de son environnement professionnel, ses problématiques de santé, ses contraintes et problématiques personnelles. Et donc, ce sont des causes et des conséquences différentes. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la désinsertion professionnelle, c'est une rupture. Donc, c'est une rupture qui peut être temporaire ou définitive pour le lien entre le salarié et le travail. Donc, à la suite d'un problème de santé, que ce soit lié à un accident, à une maladie chronique, à un handicap. Et cette rupture de lien entre le salarié et le travail, elle ne se fait pas sans conséquences. Et souvent, ce sont des conséquences assez lourdes. La provocation, donc on l'a vu juste avant, d'un arrêt de travail, les risques psychosociaux, l'isolement social, ça veut dire qu'il y a une perte d'échange, de rythme de travail, d'échange avec les collègues de travail, un repli sur soi, un sentiment d'isolement social. Ça s'accompagne aussi d'une perte bien souvent de revenus, une baisse en tous les cas de revenus, et des incidences sur la santé mentale. Donc, c'est effectivement important que l'on puisse s'y arrêter. Et pour pouvoir accompagner et agir en prévention de cette désinsertion professionnelle, la MSA va pouvoir valoriser son guichet unique. Parce que pour pouvoir accompagner au mieux ces salariés, cela va nécessiter les regards complémentaires et l'expertise de différents services au sein de la MSA. Donc, ces métiers différents, cette coordination, c'est dans un objectif commun. C'est un accompagnement global, cohérent et pluridisciplinaire auprès de nos assurés. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un salarié qui a un problème de santé qui impacte son poste de travail, cela va requérir à la fois le regard, par exemple, du médecin conseil, si celui-ci est en situation d'arrêt de travail, le regard du médecin du travail qui va se positionner sur l'incidence des limitations de santé sur le poste de travail spécifique du salarié, les différents services administratifs de la caisse qui vont pouvoir accompagner aussi et intervenir, notamment s'il y a un arrêt sur le versement des indemnités journalières, et puis également les services d'action sociale, puisqu'on va accompagner les salariés, bien souvent qui sont en situation d'arrêt de travail. Et donc, le service va évaluer la situation sociale, la situation professionnelle. Et nous allons pouvoir mobiliser différents outils qui vont vous être présentés un petit peu plus loin dans ce webinaire pour pouvoir justement faciliter le maintien en emploi du salarié.
Donc, quand on parle de maintien en emploi, hein, ça veut dire soit maintien au poste de travail de la personne, maintien vers un autre poste en cas de situation de reclassement professionnel, ou la définition d'un nouveau projet professionnel en cas de reconversion. Donc, l'objectif de cette prévention, c'est d'intervenir le plus tôt possible. Donc, il s'agit bien d'être en situation de détection précoce pour agir en fait avant que les difficultés ne s'accumulent. Donc sur cette détection, alors c'est vrai qu'on peut avoir connaissance des situations via l'assuré, le salarié qui va se manifester de lui-même et prendre contact avec la MSA. Mais on peut aussi avoir connaissance des situations justement par le biais des différents services qui vont être en situation de repérage, d'alerte et réorienter vers les professionnels adéquats, et notamment les médecins conseils, le service santé au travail, mais aussi l'employeur, puisque on reconnaît bien les entreprises et l'employeur comme des acteurs incontournables dans ce parcours de prévention de la désinsertion professionnelle, puisque les employeurs connaissent bien leurs salariés. Ils peuvent identifier dès lors qu'il y aura des difficultés et ils peuvent aussi signaler des situations. Donc on reconnaît vraiment l'employeur comme étant un acteur incontournable du maintien en emploi au même titre que le salarié. Donc, le guichet unique, ce sont aussi des démarches administratives facilitées grâce à un interlocuteur unique. En introduction de ce webinaire, Jean-Claude Roy et Carole Degré rappelaient qu'ils étaient les interlocuteurs privilégiés des entreprises. Et donc, côté salariés, ils vont être aussi accompagnés par des interlocuteurs privilégiés sur leur parcours individualisé côté médecin conseil, médecin du travail et travailleur social. Et donc, cette coordination nécessaire, cette transversalité, elle s'illustre notamment, que ce soit pour la MSA d'Armorique ou la MSA des Portes de Bretagne, par une cellule pluridisciplinaire de maintien en emploi. Donc, c'est quoi concrètement? C'est une instance qui se réunit chaque mois pour permettre qu'il y ait une analyse collégiale de situations individuelles et une expertise du médecin conseil, du médecin du travail, du travailleur social, du conseiller en prévention. Et donc, ils vont analyser les situations individuelles des assurés pour pouvoir déterminer l'orientation qui sera la plus adaptée pour pouvoir justement permettre le maintien en emploi du salarié. Donc, pour que cette coordination puisse s'opérer, c'est important qu'on identifie les situations au plus tôt, puisque l'objectif, c'est bien de venir sécuriser le parcours professionnel de l'assuré. Donc, on l'a dit, la prévention de la désinsertion, c'est un processus. Donc, qui dit processus, ça veut dire aussi qu'il y a un facteur temps qui va être important. Et c'est vrai qu'avant de mobiliser le salarié vers son projet professionnel dans le cadre de son parcours, bien souvent, il va falloir s'arrêter sur le temps aussi nécessaire par rapport à sa situation psychologique, puisque une problématique de santé, ça peut être un diagnostic médical à accepter, une maladie évolutive difficile, des capacités de travail qui ne reviendront pas, des limitations de santé qui vont s'installer dans la durée. Donc, ça demande ce temps d'acceptation et puis aussi un temps d'acceptation de peut-être plus pouvoir reprendre au même rythme sur son poste ou en tous les cas différemment, pas dans les mêmes conditions. Et donc, c'est aussi cet accompagnement préalable qui va être nécessaire pour pouvoir mobiliser la personne ensuite sur son parcours professionnel. Et cette détection précoce, c'est ce qui permet d'éviter en fait une dégradation de la situation et donc le risque d'une exclusion professionnelle, puisque c'est bien ça l'enjeu. Alors, quelques données nationales pour prendre un peu de hauteur sur ce parcours de la prévention de la désinsertion professionnelle en MSA. Donc, on l'a dit, c'est un accompagnement qui est individualisé. Donc, on le verra tout à l'heure, il y a plusieurs outils qui peuvent être mobilisés, mais qui correspondent vraiment à chacune des situations en fonction des besoins du salarié, de sa problématique de santé, de son environnement professionnel, de son poste de travail spécifiquement. Donc, c'est un accompagnement individualisé, donc qui est homogène sur les territoires. Alors, quelques données. Donc, en 2022, le nombre d'assurés accompagnés, on était à 17 851 assurés. En 2023, 24 326 assurés accompagnés, donc avec un taux d'évolution, vous le voyez, de 36,3% en 2023. Et on a trouvé intéressant de dégager les chiffres un peu significatifs en termes de profil.
Donc, on retrouve majoritairement, pour 90% des situations, des personnes qui sont âgées de 41 à 55 ans. Ce sont majoritairement des hommes, à hauteur de 86%. Un profil de statut salarié, 63% d'entre eux. En contrat, donc CDI, pour 75%. Sur une production, donc maraîchage, horticulture, qui va être représentée pour 33% des productions. C'est l'arrêt maladie qu'on retrouve de façon plus massive pour 51% des situations, et des arrêts de travail qui sont sur une durée de plus de 3 mois pour 89% d'entre elles. Et donc, on souhaitait profiter de ce webinaire et de votre implication, de votre présence dans ce webinaire pour justement rappeler la collaboration qui est possible avec les entreprises, puisqu'on l'a dit, on reconnaît bien l'employeur comme étant un acteur et bien partie prenante de cette prévention de la désinsertion professionnelle. Et donc, cette détection précoce des situations qu'on abordait, cet accompagnement au retour à l'emploi, il est facilité par des conventions partenariales qu'on a déjà formalisées auprès d'entreprises. Donc, c'est surtout pour permettre d'en avoir l'information. Et donc, ces conventions partenariales, l'objectif pour l'entreprise, c'est bien de contribuer à limiter les coûts qui peuvent être liés aux absences prolongées, à réduire aussi les risques de rupture de contrat, la difficulté de ne pas pouvoir toujours anticiper justement la poursuite de ces parcours des salariés, et puis de maintenir les compétences internes. Et pour le salarié, c'est un accompagnement individualisé qui est proposé. Et donc, ces conventions, concrètement, ce sont des rencontres. Souvent, c'est un rythme trimestriel qui est envisagé entre les interlocuteurs MSA et les interlocuteurs RH des entreprises. Ça permet d'identifier pour la MSA les salariés qui sont concernés par une problématique de santé qui impacte le poste de travail, de se mettre donc à disposition du salarié concerné. Et souvent, c'est vrai que les retours que l'on a sont très positifs parce que ça permet aussi aux salariés d'entrer en situation de confiance, de se dire que l'entreprise, malgré peut-être une situation d'arrêt de travail, pense aussi à lui, parfois de renouer un dialogue entre le salarié et l'entreprise concernée, parce que ce n'est pas toujours le cas. Et au-delà de cette détection précoce, l'objet de ces rencontres, c'est également aussi d'échanger en fait des situations qui sont en cours d'accompagnement avec l'accord du salarié pour permettre à l'employeur d'anticiper sur les suites qui pourraient être envisagées en lien avec les avis notamment du médecin du travail, et d'anticiper les possibilités en termes de reclassement interne s'il y en a, de projets de formation. Ou si on s'oriente vers un projet de reconversion professionnelle, ça permet aussi à l'employeur d'avoir ces informations-là un petit peu plus tôt et les identifier un peu plus tôt. Donc, si vous êtes intéressé par ces conventions, on vous transmettra les contacts à l'issue de ce webinaire pour que on puisse revenir vers vous et travailler cette proposition, en sachant que la convention, elle peut vraiment s'adapter en fonction des besoins qui sont identifiés au niveau des entreprises, avec un contenu là aussi individualisé en fonction des besoins et des demandes, des propositions des entreprises. Et donc à présent, on va s'arrêter plus précisément sur le rôle de chacun des acteurs dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle, et donc notamment celui du service du contrôle médical. Merci Aurélia. Du coup, on va reprendre effectivement le rôle du contrôle médical dans la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc tout d'abord, le contrôle médical, il est composé de médecins conseils, de dentistes conseils, et pour certains contrôles, certaines caisses, on a aussi des infirmiers du contrôle médical. Donc le contrôle médical va être amené à travailler avec le service santé au travail et le service social, notamment sur des actions de prévention en direction des adhérents. Mais aussi à titre individuel, le contrôle médical va recevoir les assurés salariés agricoles et non salariés agricoles qui sont en arrêt maladie et qui perçoivent des IJ pour évaluer la justification des arrêts maladie.
Alors, on ne voit pas que des gens en arrêt maladie, on va aussi voir certains qui n'ont pas d'arrêt de travail, mais qui se demandent des prestations et on va évaluer leurs droits. Donc, le contrôle médical est amené à échanger avec les médecins traitants, avec les spécialistes. On donne aussi des avis sur le temps partiel thérapeutique. Donc, pour préciser, le temps partiel thérapeutique, il est prescrit par un médecin de soins. Le plus souvent, c'est le médecin traitant. Le contrôle médical valide la justification de ce temps partiel thérapeutique et il est mis en place par le médecin du travail. Donc, le médecin du travail, lui, va évaluer la quantité de travail et aménager ce temps partiel. Et l'employeur, lui, donne son accord. Donc, le contrôle médical aussi va devoir statuer sur la stabilisation de l'état de santé des assurés. Donc, quand on arrive à stabilisation, l'arrêt maladie n'a plus de justification. On évalue aussi les demandes de pension d'invalidité et les taux d'IPP, donc les taux d'incapacité. On fait le lien avec le médecin du travail et le service social, comme je vous avais dit auparavant, sur certaines situations. Et parfois, pour des situations complexes, on a recours à une cellule pluridisciplinaire où on échange autour de dossiers plus complexes, tout en respectant le secret médical. Et un autre rôle du contrôle médical est de s'assurer en fait que certaines actions de remobilisation qui sont proposées à l'assuré en arrêt de travail rentrent bien dans la durée prévisionnelle de l'arrêt de travail en cours. Donc, une des actions socles du contrôle médical, c'est de vérifier, de contrôler la justification des arrêts maladie pour le paiement en espèces de ces arrêts. Donc, sont présentés au contrôle médical les arrêts maladie de moins de 2 mois, les arrêts maladie qui arrivent à échéance qui avaient été préalablement fixés par le médecin conseil, c'est-à-dire en fait pour certaines pathologies, le médecin conseil va autoriser une certaine durée d'indemnisation. Quand on est arrivé à cette fin de durée autorisée, les prolongations sont à nouveau soumises à avis du médecin conseil. Le médecin conseil voit aussi les arrêts qui arrivent à échéance de fin de droit administratif. Donc, comme vous disait Nicolas tout à l'heure, les arrêts de courte durée ne sont pas forcément présentés au médecin conseil. Donc, pour qu'on puisse avoir quand même une vision de ces arrêts, on a mis en place certaines actions. Donc, l'action arrêt répétitif, c'est-à-dire qu'on va regarder sur une certaine période les assurés qui ont eu plusieurs arrêts, que ce soit des arrêts courts ou des arrêts un peu plus longs. Et ça va permettre de mettre en avant différentes situations. Donc, soit on va pouvoir repérer une problématique de maintien en emploi et pouvoir intervenir plus précocement avant qu'un arrêt long s'installe. Soit on va pouvoir, dans un autre cas, reconnaître une situation peut-être abusive avec une utilisation un peu trop importante d'arrêts répétitifs. Et dans ces cas-là, faire plutôt une action de contrôle et d'essayer de changer le comportement de l'assuré dans le but de maîtriser les dépenses des indemnités journalières. Je crois que c'est la parole à Nicolas. Alors d'autres actions existent sur les arrêts de travail. Notamment, on peut cibler certaines pathologies. Alors, pathologie lombaire, pathologie psychiatrique. Pour les pathologies lombaires mécaniques, on est sur une proportion quand même qui est assez importante au niveau du régime agricole, régime général aussi d'ailleurs. Poussée aiguë de lombalgie, c'est deuxième motif de recours aux médecins traitants. 30% des arrêts de travail de plus de 6 mois. Alors attention au terme aussi, parce qu'on médicalement, quand on parle de lombalgie, c'est une douleur lombaire sans irradiation de la douleur au niveau du membre inférieur, pouvant évoquer une sciatique ou une sciatique tronquée, etc. Donc là, on est vraiment sur la définition de la lombalgie, on a des référentiels, on a des travaux qui montrent pour une lombalgie classique, sans complications, pas de facteur de risque, pas de problème rhumato. La durée de l'arrêt de travail, on est à peu près moins d'une semaine avec une reprise qui peut être facile, qui peut être faisable, en tenant compte toujours de l'âge, en tenant compte du trajet du salarié pour venir, on prend compte également du poste.
Donc ça, c'est vraiment la pathologie lombaire classique. Mais on a effectivement notre problématique, c'est lorsqu'on a toutes ces complications avec des extensions au niveau radiculaire. Hein. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Les arrêts de travail de plus de 12 mois, pareil. Arrêt de travail à fort risque de désinsertion socio-professionnelle, j'ai toujours du mal à le dire. Un poids économique important, hein, et puis surtout un risque important pour l'assuré de perte d'emploi. Les arrêts de travail en lien avec des affections psychologiques et ou psychiatriques, une personne sur 4 hein, qui sera touchée dans sa vie par un trouble psychique. Au régime agricole, l'ALD qui regroupe les pathologies psychiatriques qui est l'ALD 23, 20% des ALD. 5e rang, derrière le diabète, l'insuffisance cardiaque, les cancers et tout ce qui est cardiopathie, infarctus, etc., insuffisance cardiaque. Voilà, donc je vais laisser la parole à Nathalie pour le service de santé, sécurité au travail. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Nathalie Tanguy-Jaffré. Je suis responsable du service santé au travail à la MSA des Portes de Bretagne. Donc, autre acteur, hein, comme ça a déjà été évoqué à plusieurs reprises, donc le service santé sécurité au travail intervient aussi donc, dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle. Pour cela, donc, il existe bien sûr un cadre réglementaire qui prévoit que les services SST donc, de la MSA ont pour mission principale donc d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Donc ça, c'est ce qui est vraiment prévu dans la réglementation. Et donc, à travers cela, bien sûr, on souhaite atteindre aussi, dans le cadre de toute la problématique de la santé publique, donc pour préserver donc, tout au long de la vie professionnelle, donc un état de santé donc, du travailleur compatible donc, avec son maintien en emploi. La loi du 2 août 2021, donc plutôt récente, est venue donc renforcer ces missions. Alors, en créant des cellules de prévention de la désinsertion professionnelle, donc on l'a déjà évoqué hein, tout à l'heure, donc qui réunit justement au sein de la MSA donc les différents acteurs qu'on a évoqués, le service social, le contrôle médical et le service santé au travail. Autre élément de cette loi donc qui est venu aussi conforter. Alors, dans le cadre d'un plan santé sécurité au travail en agriculture, hein, donc qui est là pluriannuel. Donc là actuellement on est sur le plan 2021-2025 qui est fixé avec les pouvoirs publics et notamment sur un axe pour agir sur les situations donc fragilisant donc l'employabilité des actifs agricoles et cela donc dans le cadre du guichet unique, donc comme ça l'a déjà été présenté plus haut. Et puis, dernier élément réglementaire, donc un dernier décret donc, de l'année dernière, qui est venu donc là aussi comment renforcer le rôle des services SST dans la publication d'une offre socle où l'on retrouve, bien sûr, avec donc la prévention des risques professionnels, le suivi individuel donc, de l'état de santé des travailleurs, et bien la prévention des risques, la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc là, dans tout ce cadre-là, et donc dans le cadre du maintien en emploi et de la prévention de la désinsertion professionnelle, c'est vraiment au cœur de notre activité. Le médecin du travail, avec l'équipe pluridisciplinaire, hein, composée à la fois d'infirmiers santé au travail, mais aussi des conseillers en prévention, qui sont vos interlocuteurs dans le cadre donc, de la santé sécurité au travail, et notamment donc, pour participer à l'adaptation des postes, des techniques, des rythmes de travail à la santé physique et mentale donc de vos salariés. Et tout cela donc, pour préserver le maintien dans l'emploi. Le médecin du travail aussi, mais en tout cas aussi l'équipe pluridisciplinaire, est là aussi pour vous conseiller en tant qu'employeur et pouvoir aussi vous accompagner dans les problématiques donc, de maintien. Vous connaissez certainement les outils qui sont aujourd'hui mobilisables, hein, donc bien sûr les aménagements de postes qui sont examinés avec vous. Vous connaissez aussi peut-être les rendez-vous de liaison qui permettent en tout cas aux salariés et vous-même bien sûr de préparer le retour du salarié en entreprise après un arrêt de travail. La visite de pré-reprise
là, hein, qui est alors non pas de votre initiative, mais qui peut l'être de la part de votre salarié, et qui est justement un outil intéressant qui permet justement cette préparation au retour à l'emploi, la visite de reprise qui est de votre ressort, les visites mi-carrière et puis les visites à la demande. Donc tous ces outils-là sont bien sûr mobilisables en fonction des situations, mais répondent en tout cas à l'objectif de maintenir donc le salarié dans son emploi au maximum. Alors, nous allons parler du circuit de signalement parce que nous avons beaucoup de contacts au niveau des services du contrôle médical, beaucoup de contacts, des courriers, des appels des employeurs. Lorsqu'ils ont le sentiment qu'il y a une situation, qu'il y a une faute, qu'il y a eu un petit peu d'abus, qu'il y a eu une fraude de la part d'un salarié dans le cadre d'un arrêt de travail. Alors, il y a deux types de signalements. On va les séparer. Donc, on fait la différence entre les signalements administratifs et les signalements pour un motif médical. Bon, pour tout signalement, lorsque le motif est administratif, le service administratif est au courant. Il analyse la demande. S'il juge un contrôle administratif nécessaire, que l'on soit en maladie ou que l'on soit en AT-MP, ce sera géré par le service administratif. Au niveau médical, tout signalement d'un employeur est communiqué au médecin-chef. Ça, c'est un principe de base. Nous ne vous répondons jamais. Alors, ce n'est pas par méchanceté, mais c'est parce que nous ne le pouvons pas. Mais par contre, nous écoutons et nous regardons ce que vous nous signalez. Pourquoi nous ne vous répondons pas? C'est parce que nous sommes tenus par le secret médical. Le secret médical, il est absolu, il appartient au patient, donc à l'assuré. Il y a des dérogations au secret médical, sévices à mineurs, sévices à incapables majeurs, et également dans le cadre du service médical de la caisse d'assurance maladie dont chacun d'entre nous dépend. Le secret dans ce cas-là est partagé, le médecin conseil peut accéder à toutes les données médicales, qu'elles soient hospitalières ou bien qu'elles soient dans le cadre de la médecine libérale, pour avoir un avis global sur la situation de l'assuré, sur la pertinence de ses demandes de prestations, et également pour analyser les observations que vous nous avez faites. Mais comme je vous l'ai précisé, le secret médical étant absolu, nous ne vous tenons pas au courant de ce que nous avons constaté. Vous pouvez mandater une expertise à vos frais auprès d'un médecin privé. Donc, on a plusieurs organismes qui peuvent intervenir. Ce médecin qui va intervenir au domicile de l'assuré peut à la fois constater sa présence ou son absence en fonction des heures de sortie qui sont autorisées, peut également, avec les informations que donnera votre salarié, donner un avis sur la justification de l'arrêt de travail, mais ce médecin, par contre, au contraire du médecin conseil, n'a pas accès aux données médicales détenues par les autres médecins, les autres soignants, détenues par les établissements hospitaliers. Si ce médecin donne un avis négatif à la poursuite de l'arrêt de travail, vous pourrez être amené à supprimer la participation de l'employeur, mais si l'assuré conteste, ce sera au médecin conseil, in fine, de confirmer ou d'infirmer la décision du médecin privé de recours. Voilà. Je vais continuer. Bonjour, Hélène Ledoux. Moi, je suis responsable adjointe action sanitaire et sociale sur la MSA de Porto de Bretagne et je manage une équipe de travailleurs sociaux sur l'île-et-Vilaine. Donc, je vais vous présenter l'action de l'ASS dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle, du maintien en emploi, puisque un des publics accompagnés par les travailleurs sociaux sont les salariés en arrêt de travail. Donc, on voit bien en fait par cette image que on est vraiment sur une approche globale qui est renforcée par le guichet unique. Donc, l'action sociale intervient aux côtés des services de la SST
et puis de conseil médical et conseil dentaire, pour pouvoir accompagner les salariés en arrêt. On est sur un accompagnement personnalisé avec plusieurs portes d'entrée. On l'a vu tout à l'heure, le risque de désinsertion professionnelle, il est multifactoriel, donc il demande une prise en charge et un accompagnement pluridisciplinaire et avec une approche globale pour pouvoir intervenir sur tous les aspects, tant financiers que psychologiques ou aussi sur des demandes d'accès aux droits type reconnaissance travailleur handicapé dans ce cadre-là. Les travailleurs sociaux aussi vont pouvoir mettre en place en tout cas des soutiens psychologiques. C'est important de le savoir en tant qu'entreprise et employeur. Et puis, on a aussi une grosse mission sur la prévention du mal-être en milieu agricole. Et vous avez là, du coup, on a accès à Agri-Écoute 24 heures sur 24 qui vient en soutien de l'intervention du service social. Pour ce faire, il y a des dispositifs que les travailleurs sociaux, donc on peut passer à la slide suivante, voilà, qui peuvent être mobilisés. C'est important aussi pour vous de le savoir, les travailleurs sociaux ont une démarche proactive et vont organiser ce qu'on appelle des réunions d'information sur les indemnités journalières pour les salariés et les exploitants agricoles en arrêt de travail depuis plus de 30 jours, 60 jours. Donc, quand je dis une démarche proactive, c'est qu'en fait, par forme de requêtage, on va avoir accès aux personnes en arrêt de travail et on va pouvoir leur proposer et les inviter à des réunions collectives animées par les travailleurs sociaux. L'idée, non, je veux bien qu'on reste sur la slide d'avant, merci. L'idée, c'est de pouvoir aller à la rencontre des salariés et repérer les situations de fragilité pour, dans un second temps, leur proposer des rendez-vous et un accompagnement individuel en lien avec on est toujours sur un accompagnement tripartite avec les collègues de la SST et du CMCD. Voilà pour les réunions d'information. Et puis, on peut aussi accompagner, donc il y a une action de remobilisation professionnelle en indemnité journalière, l'ARPIJ, qui est un dispositif régional, qui est interrégime, donc régime agricole, régime général et puis régime maritime, financé par les CEPAM, la MSA, l'ENIM et la GFIP pour les personnes qui ont une reconnaissance travailleur handicapé. Là, l'idée pour les salariés en arrêt, c'est vraiment d'élaborer un nouveau projet professionnel avec des nouvelles capacités, parce que du coup, l'arrêt et l'état de santé peut amener de nouvelles capacités de travail et de pouvoir préparer le retour à l'emploi à la fin de l'indemnisation de l'arrêt de travail. Donc, on est sur un format de 9 semaines à temps plein ou à temps partiel. Il y a eu un marché régional et donc c'est le CLPS qui aujourd'hui accompagne les salariés en arrêt dans le cadre de l'ARPIJ et il y a une mise en situation professionnelle avec des stages en entreprise d'une durée entre 35 et 70 heures. Voilà, l'idée, c'est que les salariés puissent être à un moment de l'arrêt où la question soit du retour à l'emploi, soit de la reconversion se pose et donc du coup, ils peuvent être orientés vers ce dispositif-là. Ce dispositif, il est accompagné par les travailleurs sociaux et des liens réguliers sont faits entre les formateurs du CLPS, les travailleurs sociaux et puis les médecins du travail, puisque l'idée de faire un stage en entreprise, il est important que la question de la santé soit toujours au cœur et des capacités de travail. Donc, du coup, le médecin du travail va aussi donner son accord pour les mises en situation professionnelle. Voilà pour les deux dispositifs ASS. Alors, autre dispositif d'accompagnement des salariés, c'est l'essai encadré. Pourquoi en fait est fait ce dispositif? Donc, c'est pour favoriser le retour à l'emploi du salarié en évaluant donc la compatibilité d'un poste de travail avec l'état de santé du salarié. Les personnes concernées, les publics, sont en fait les salariés qui se trouvent en arrêt de travail, donc présentant un risque important de désinsertion professionnelle, mais le salarié est bien en arrêt de travail.
Et donc, l'objectif de l'essai encadré, eh bien, c'est durant l'arrêt de travail, de tester la capacité du salarié à reprendre soit son ancien poste, ou alors un poste aménagé, ou un nouveau poste. Et deuxième objectif, c'est de vraiment permettre aux salariés de reprendre confiance en lui aussi, ou de se rendre compte de ses limites par rapport à sa pathologie et s'engager peut-être dans une démarche de reconversion professionnelle. Mais c'est vraiment l'idée de pouvoir aussi lui permettre de se rendre compte de ce qu'il peut, du fait de son état de santé. Comment ça marche ou la mise en œuvre, en tout cas, donc c'est là aussi la réunion de plusieurs acteurs, puisque c'est à partir d'une évaluation globale qui est faite en règle générale donc, par le service social, et cela donc en accord bien sûr avec les médecins traitants, médecins conseils, médecins du travail, et vous, employeurs, nécessairement, puisque vous êtes au cœur du dispositif. Cet essai donc, a pour une durée maximum de 14 jours, renouvelable donc une fois. Et donc, à l'issue de cet essai encadré, un bilan est organisé donc, en entreprise par le médecin du travail. Donc, le médecin du travail est vraiment plus peut-être votre interlocuteur, vous, employeur, mais donc les autres acteurs sont aussi présents dans la mise en œuvre de ce dispositif. On va peut-être revoir un témoignage d'un employeur. Je vous propose maintenant d'écouter, de visualiser deux petites vidéos. La première, c'est le témoignage d'une salariée qui en a bénéficié. On n'a pas le Laetitia son. Rueff, 42 ans, salariée au sein de l'entreprise SCEA Merci. J'y travaille depuis 2017 et j'ai eu un accident de la vie privée le 5 décembre 2020. Un accident de moto avec polytraumatisme et plusieurs séquelles, dont un handicap permanent au niveau de la main et du poignet. Le docteur Crène, suite à un rendez-vous, m'a aiguillé, m'a parlé justement de l'essai encadré. Il a fallu faire une demande auprès du médecin conseil qui a accepté. Donc, ensuite, s'en est suivi 15 jours d'essai en entreprise. Il y a eu un rendez-vous avec mon patron ainsi que le docteur Crène, Madame Darroze et Cap Emploi, qui ont pu échanger par rapport à mon cas, savoir s'il y avait des choses à mettre en place pour justement faciliter mon retour à l'emploi, dont un gant pour adapter ma main, pour supporter le froid, l'humidité et pouvoir reprendre en toute sécurité. Ceci m'a permis de remettre un pied dans l'entreprise et grâce à mon patron qui est à l'écoute, ainsi que mes collègues qui sont bienveillants, j'ai pu tester mes limites, savoir si j'étais encore capable de pouvoir continuer à faire ce métier. Et je me suis rendu compte que c'était possible, malgré des périodes de doute, des difficultés, des douleurs aussi. Je me rends compte que je suis capable, je reprends confiance en moi et ça me permet d'avancer plus sereinement. La MSA ainsi que Cap Emploi m'ont permis de pouvoir reprendre en toute sécurité au sein de l'entreprise de Monsieur Merci. Bonjour, je m'appelle Michael Mercier, j'ai 53 ans et je suis donc le gérant de la SCEA Mercier qui est une pépinière et nous produisons sur l'entreprise environ 700 000 plantes avec en moyenne 25 salariés en équivalent temps plein. C'est un dispositif d'aide encadré qui a permis, donc, suite à un accident de la vie privée, de tester en fait la possibilité de revenir au travail dans l'entreprise tout en étant toujours officiellement en arrêt maladie. Et c'était de ce point de vue-là intéressant pour nous et également pour Laetitia.
Pour le salarié, c'est d'abord la possibilité de savoir s'il peut revenir au travail, s'il a les capacités en fait de pouvoir revenir au travail. Et pour l'employeur, c'est de la même manière savoir si la personne a les compétences et si elle a les gestes, si elle peut refaire les gestes qu'elle faisait précédemment, tout en étant encadré et tout en étant suivi en fait par une équipe de professionnels. Donc on a été suivi en l'occurrence par la médecine du travail de la MSA et puis par Océane qui nous a suivis également tout le long du dispositif. Et ça, c'est extrêmement important, à la fois d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue psychologique. Alors oui, bien sûr, on le ressollicitera. Après, l'objectif, c'est pas que les salariés aient des accidents dans la vie privée, évidemment, mais effectivement, c'est un dispositif qui me paraît assez complet. Et le fait d'avoir des professionnels qui nous accompagnent, bah, c'est plus confortable, c'est plus sécurisant. Le nouveau formulaire de sécurisé d'arrêt de travail a été mis en place depuis le 1er juillet 2025. On peut passer, oui. Donc, il a été mis en place dans un contexte d'augmentation en fait, des fraudes liées aux arrêts de travail au format papier. Donc, le nouveau CERFA sécurisé va remplacer le formulaire papier existant. C'est un document qui est difficilement falsifiable avec 7 points de contrôle pour l'authentifier. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que ça soit ce formulaire qui soit envoyé à la caisse et non une copie. Donc, on n'acceptera plus tout ce qui est photocopie ou scan et qui sont après transmis sur l'espace sécurisé de l'adhérent. Donc, il faut vraiment envoyer ce formulaire par voie postale. Donc, maintenant, un médecin traitant qui souhaite faire un arrêt maladie, il aura 2 options. Donc, utiliser le CERFA sécurisé qui remplace le CERFA papier actuel ou le télétransmettre via son espace Amélie. Donc, on se retrouve dans 2 situations. On peut passer à la slide suivante. Donc, soit le médecin traitant a fait un arrêt électronique, donc il a télétransmis lui-même le volet 1 et le volet 2 au service médical de la MSA. Le service médical transmet le volet 2 au service administratif. Donc, le volet 2, pour rappel, il n'y a pas de motif médical dessus. Donc, ça va permettre le paiement des indemnités journalières par le service administratif. Et c'est à l'assuré d'envoyer son volet 3 qui sera remis par le médecin traitant par voie postale à l'employeur. Dans le deuxième cas, donc on est dans le cas du formulaire papier, donc qui doit se faire uniquement sur le CERFA sécurisé depuis le 1er juillet. Donc dans ces cas-là, le médecin traitant aura remis les 3 volets du CERFA sécurisé à l'assuré. Donc l'assuré devra envoyer les 2 premiers volets, donc le volet 1 et le volet 2 au service médical de la MSA. Pareil que dans l'autre cas précédent, le service médical transmet le volet 2 au service administratif pour paiement des indemnités journalières et l'assuré, lui, transmet le volet 3 à l'employeur. On va maintenant aborder rapidement, avant le terme de ce webinaire, un petit rappel des modes de contact et d'échange avec votre MSA. Comme nous l'avons indiqué en introduction, en tant que grande entreprise, vous disposez d'un interlocuteur privilégié. C'est moi-même pour la MSA d'Armorique et Carole Desgrès pour la MSA des Portes de Bretagne. Normalement, nous vous avons adressé une carte de visite que nous vous présentons sur cette vue, qui indique nos coordonnées, et notamment nos coordonnées téléphoniques et mail. Nos missions, quelles sont-elles en tant qu'interlocuteur privilégié des grandes entreprises? Bien sûr, on n'a pas vocation, évidemment, à répondre aux besoins, à vos questions du quotidien. Je vais y revenir pour cela, mais si vous avez un souhait d'une rencontre, d'un rendez-vous, si par ailleurs vous rencontrez plusieurs problématiques qui engagent
ce qu'on appelle le guichet unique de la MSA, et bien évidemment, nous sommes à votre disposition. N'hésitez pas à nous saisir par mail, par téléphone, en priorité par mail, idéalement. Vous disposez, toute la MSA dispose d'un interlocuteur privilégié, a mis en place un interlocuteur privilégié au niveau des grandes entreprises. On l'a dit, je le répète, par grande entreprise, on entend les entreprises de 50 salariés et plus. Donc, on est vraiment à votre disposition. Également, dans toutes les MSA sur le territoire national, il y en a 35. Vous disposez d'un interlocuteur direction, ce qu'on appelle un agent de direction sponsor. Pour la MSA d'Armorique, il s'agit d'Anne Picou, sous-directrice. Je laisserai ensuite à Carole le soin de présenter. Je te laisse la parole, du coup, Carole, pour la MSA des Portes de Bretagne. Oui, donc du coup, je suis sur les mêmes missions que Jean-Claude. Et donc, côté Portes de Bretagne, l'agent de direction sponsor, c'est Anne Toulouat. Donc, vous avez ses coordonnées sur la carte qui vous a été transmise l'année dernière et qui vous a été renvoyée en début d'année. Mais voilà, si jamais vous ne l'avez pas reçue, n'hésitez pas à revenir vers nous et puis on vous la réadressera pour répondre à la demande. Donc, pour échanger autrement avec tous les autres services, n'hésitez pas à passer par les services en ligne dans mon espace privé, et contact et échange. Et puis là, vous pouvez soit envoyer votre message, soit adresser des documents qui vont directement vers les services et pour lesquels vous pouvez avoir la réponse très rapidement.